Avec aujourd'hui Jean-Luc Revero. Bonjour, bienvenue au Studio 3. Et nous allons parler des activités de la Banque européenne d'investissement en Tunisie, notamment le transport et la réhabilitation urbaine. Absolument. Bonjour Atem, bonjour à tous les auditeurs de RTCI et merci encore une fois pour cette invitation qui est, comme je le disais, probablement la dernière en ce qui me concerne puisque je termine mon mandat dans quelques jours. Très bien. Donc nous parlions à l'instant de transport. Il y a un travail de fond qui est accompli d'ailleurs en termes d'infrastructure des transports et en termes de fluidité des transports. Oui, absolument. Le secteur des transports, c'est un secteur dans lequel la BUI est présente depuis des décennies. Nous sommes l'institution qui a financé le plus d'infrastructures routières, notamment. Quasiment toutes les autoroutes tunisiennes ont été financées ou cofinancées par la BUI et nous avons en ce moment un grand nombre de programmes de modernisation du réseau routier. On peut le voir avec les multiples chantiers qui ont lieu en ce moment en Tunisie et notamment dans la région du Grand Tunis. Tous ces grands chantiers sont des projets financés, cofinancés par l'État tunisien, la BUI et éventuellement d'autres bailleurs. Donc ce sont des projets très importants, très structurants pour le développement économique du pays. Par exemple, le désenclavement de régions de l'intérieur. On a signé l'année dernière un prêt assez important de 210 millions d'euros pour financer le dédoublement de la voie, la route nationale entre Sfax et Kasserine, pour améliorer les transports avec cette région de Kasserine, en cofinancement avec la Banque mondiale. Je pourrais également mentionner le dédoublement de la route entre Nabeul, Korba et Kelibia aussi, qui est très importante pour l'accès à cette région du Cap-Bon, qui est un petit peu éloignée, non pas en termes de kilomètres, mais en termes d'heures de route. Donc ce sont des projets qu'on continue à soutenir en essayant d'améliorer effectivement le réseau routier, améliorer la sécurité routière également, ça c'est une préoccupation très importante, pas simplement pendant les phases de travaux, là on s'attache à ce que les conditions de sécurité routière soient un petit peu améliorées, mais également à terme pour que le réseau de routier soit mieux entretenu, soit plus sûr pour tous les usagers de la route. Donc ça c'est un premier volet, c'est le secteur des routes. Et par ailleurs, vous étiez déjà l'année dernière impliqué dans le RFR, en fait, depuis le début quasiment. Absolument. Donc ça ne s'arrête pas aux routes, ça inclut d'autres infrastructures. Je pourrais aussi mentionner celle du pont de Bizerte, qui sera effectivement une infrastructure très très importante pour toute la région de Bizerte, qui va permettre non seulement le contournement de la ville, mais qui va permettre effectivement de multiplier les échanges économiques avec toute cette région qui est très dynamique. Et dans le secteur du transport urbain, qui est également une de nos priorités, on travaille avec plusieurs institutions. On travaille avec la SNCFT, on travaille avec la société RFR, on travaille avec la Transtu, pour diversifier et multiplier l'offre de transport public. On sait que c'est un secteur qui fait cruellement défaut, que les gens sont obligés de recourir à des louages ou à des taxis ou aux voitures parce que les transports publics sont pas inexistants, mais en tout cas sont vraiment très peu disponibles. Donc on est en train de travailler avec ces différents promoteurs pour améliorer l'offre de transport. Le projet RFR, c'est un projet effectivement très emblématique qui est entré en service l'année dernière en ce qui concerne les lignes principales, mais sur lequel on continue de travailler pour effectivement étendre le réseau de ces trains de banlieue et faciliter le transport des banlieues, des différentes banlieues du Grand Tunis vers le centre-ville. Et effectivement, lorsqu'on voit la complémentarité RFR, métro, SNCFT, on constate que l'on pense véritablement à une projection vers le Tunis des années 2050. Oui, alors c'est presque un retour vers le futur parce que en réalité l'offre de transport ferroviaire elle était très abondante dans le passé, on a beaucoup perdu. Et là, le travail qu'on est en train d'effectuer avec tous les partenaires de la Tunisie, et notamment aussi avec l'Union européenne, c'est de préparer l'avenir, de renforcer, de moderniser le réseau ferroviaire, de le moderniser bien sûr aussi, parce que la plupart du réseau n'est pas encore électrifié. Donc ça, il s'agit aussi de trouver des modes alternatifs de propulsion pour les trains qui sont essentiellement diesel, mais on travaille sur des projets pour l'électrification de certaines lignes, on travaille sur des projets
trains à combustible pour les faire rouler à l'hydrogène, éventuellement de trains électriques avec des batteries. Donc ce sont des études qu'on est en train de mener pour effectivement envisager une nouvelle période dans le transport ferroviaire en Tunisie, donc peut-être à l'échelle 2050 effectivement. Un commentaire sur l'un des faits du jour, le train qui revient vers Tozeur, la ligne Tunis-Tozeur est de retour. Oui, alors peut-être que ça c'est peut-être un petit peu anecdotique, mais parce qu'il y a des lignes très très importantes pour le développement économique de la Tunisie et pour le transport de passagers. On pense notamment à la ligne effectivement entre Tunis et Sousse, qui est une ligne qui est extrêmement importante pour desservir tout le Sahel, et pas simplement. Par exemple, il y a l'aéroport d'Enfida qui se trouve sur la route, et avoir une ligne ferroviaire entre l'aéroport d'Enfida et toutes les zones que cet aéroport est supposé desservir, donc la zone de Sousse, la zone de Hammamet, la zone de Tunis bien sûr, ça serait extrêmement important. Donc ça, ce sont des lignes qui seraient évidemment très utilisées. On travaille aussi sur la ligne Tunis-Bizerte, c'était une ligne existante aussi il y a quelques années qui fonctionnait très très bien, et qui malheureusement pour de multiples raisons a perdu de son attrait. Donc ça, c'est une ligne qui pourrait être utilisée à la fois pour le transport de passagers, mais aussi pour le transport de marchandises entre le port de Bizerte et puis celui de Rades par exemple. Donc il y a tout un tas de lignes, et je ne parle même pas des lignes effectivement qui pourraient être utilisées pour le transport de phosphate, sur lesquels on travaille également avec d'autres bailleurs. Donc finalement, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis convaincu aussi que le ferroviaire peut contribuer au développement du tourisme, effectivement, de la Tunisie. C'est un pays qui se prête bien en termes d'échelle au transport ferroviaire. On n'est pas obligé d'aller en avion de Tunis à Tozeur si on a un train effectivement qui est suffisamment performant et confortable. Même chose pour Djerba, on peut faire Tunis-Djerba en 2 heures avec un train rapide. Donc ce sont des distances qui sont effectivement à la mesure du transport ferroviaire, et là on est en train de parler du contexte tuniso-tunisien, mais quand on se projette dans un contexte transmaghrébin, c'est quelque chose d'encore plus intéressant, parce que si un jour il y a une ligne à grande vitesse, elle ne devrait pas être simplement entre Bizerte et Djerba, elle devrait être entre Alger et Tunis, entre Tunis et Tripoli, et là ça aurait effectivement beaucoup de sens. Nous sommes en compagnie de Jean-Luc Revero, représentant résident de la Banque européenne d'investissement en Tunisie, la BEI. Nous parlons des projets de cette banque dans notre pays et de ses partenariats. Vous évoquiez tout à l'heure la propulsion des trains, par exemple, et en fait, cela nous remet un peu dans ce triptyque qui est important pour vous, où il existe la transition écologique comme terme de réflexion, mais aussi l'innovation et l'inclusion. Oui, alors effectivement, d'une manière générale, les projets qu'on finance doivent contribuer au développement économique et social de la Tunisie, et c'est ce qu'on s'attache à faire avec les autres institutions et l'Union européenne. Mais la dimension environnementale, elle est aussi prépondérante dans quasiment tous les projets qu'on finance. Donc que ce soit des projets dans le secteur de l'éducation, par exemple, où on s'attache à ce que les écoles soient des écoles vertes, bien isolés, avec des panneaux solaires, avec de la récupération des eaux de pluie, que ce soit dans le secteur des transports ou celui de l'énergie, bien évidemment, on s'attache à ce que l'empreinte carbone de la Tunisie continue de diminuer. Donc un des secteurs de prédilection pour faire ça, c'est bien sûr le secteur de l'énergie. Donc on essaye de verdir à la fois la production de l'énergie, de renforcer la sécurité énergétique de la Tunisie à travers notamment le câble sous-marin Elmed, qui est financé à hauteur de plus de 300 millions sous forme de dons par l'Union européenne, et également par des prêts d'un certain nombre de bailleurs, dont la BEI. Donc ce câble, dans un premier temps, il va permettre de sécuriser l'approvisionnement en énergie pour la Tunisie, mais dans un deuxième temps, et c'est ce qu'on espère tous, il va permettre d'exporter aussi le surplus d'énergie produite ici, grâce aux productions d'énergie renouvelable avec les parcs éoliens et surtout photovoltaïques. Venons-en à la réhabilitation urbaine, parce que c'est l'un des dossiers qui vous intéresse beaucoup. Ça va de la gestion des déchets à l'aménagement du territoire, et en fait c'est un dossier très important du côté de la BEI. Oui, absolument, ça c'est un secteur relativement nouveau, je dirais qu'on a regardé depuis 2011, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait eu depuis 2011 un développement assez anarchique de certains quartiers, notamment en périphérie de villes,
Et ces quartiers se sont développés de manière assez informelle, sans que les habitants soient reliés aux infrastructures de base. Donc souvent il n'y avait pas de raccordement à l'électricité, à l'eau, encore moins à l'assainissement, pas d'éclairage public, pas de voirie, etc. Donc avec l'Union européenne et l'AFD, l'Agence française de développement, on a mis en place un certain nombre de programmes pour réhabiliter ces quartiers populaires et en faire des quartiers beaucoup plus structurés. Donc on finance le ministère de l'Équipement, mais également l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine et la Caisse des prêts aux collectivités locales pour que ces promoteurs réalisent dans ces quartiers d'habitation un peu populaires les investissements nécessaires pour les rendre vivables. Donc ça concerne toutes les infrastructures que je viens de mentionner, mais ça concerne également le développement d'une vie sociale et économique. C'est-à-dire qu'on finance non seulement, encore une fois, la voirie, l'éclairage, l'assainissement et autres, mais on finance également des locaux commerciaux, par exemple, ou des locaux, des hangars pour que des entreprises puissent venir s'installer et exercer une activité. Ça peut être un atelier de confection, ça peut être une industrie mécanique. Donc ça, ce sont des infrastructures qui manquaient dans ces quartiers, qui étaient des quartiers d'habitation, mais qui n'avaient pas vraiment de vie économique. Donc on a fait en sorte que les gens puissent travailler là où ils habitent. Et même chose pour les activités sociales et sportives. On a aussi financé un certain nombre d'infrastructures pour que les gens puissent se rassembler, donc des salles polyvalentes, pour que les gens puissent faire du sport. Donc il y a plusieurs terrains de sport et des gymnases qui ont été construits, et faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de cohésion sociale dans ces quartiers d'habitation. Ce qui manquait cruellement parce que pendant longtemps, la doctrine a été de rattraper le spontané, alors qu'aujourd'hui, il y a une véritable réflexion sur l'urbain. Absolument. Alors là, je dirais que dans ces deux programmes, on a essayé de rattraper le retard. C'est-à-dire qu'on a été confronté à une situation de fait et on a essayé de la régulariser. Maintenant, le prochain programme qu'on est en train de mettre en place avec l'Agence française et l'Union européenne, en coopération bien sûr avec le ministère de l'Équipement et de l'Habitat, c'est d'anticiper, c'est-à-dire de faire en sorte que ces nouveaux quartiers ils soient développés après une réflexion sur justement ces questions fondamentales de fournir les infrastructures de base, de créer du lien social, de créer de l'activité économique, parce qu'on veut absolument éviter les erreurs du passé. Et la Tunisie est également en partenariat avec la Banque européenne d'investissement autour de la question cruciale aussi de la gestion des déchets. Alors ça, c'est un grand sujet, bien sûr, qui me tient à cœur et pour lequel je regrette qu'on n'ait pas fait plus au cours des dernières années. Historiquement, la BEI avait effectivement financé avec l'Agence nationale de gestion des déchets toutes les décharges contrôlées qui existent en ce moment en Tunisie. Mais c'était une autre période, en fait. C'était vraiment une autre époque où le mode de traitement des déchets était assez simple. On les acheminait vers des décharges et là, on pouvait éventuellement les valoriser sous forme de gaz ou de déchets liquides. Maintenant, les choses ont bien évolué, bien sûr. On est passé à une époque où les déchets sont plus une contrainte, elles sont un produit avec une valeur ajoutée. Et on vient récemment d'effectuer une étude dans les communes de la banlieue nord, en fait, parce qu'on a voulu commencer petit, donc La Marsa, Gamart, Carthage, Sidi Bou Saïd, pour essayer déjà d'identifier quel type de déchets on trouvait chez les ménages et voir comment on pouvait mieux valoriser ces déchets, s'il y avait un potentiel de valorisation. Et effectivement, c'est le cas. L'étude elle a été menée conjointement avec ces municipalités par des experts indépendants et elle montre effectivement tout le potentiel qu'il y a à valoriser des déchets, qu'ils soient des déchets plastiques qui sont déjà ramassés par les berbéchas, mais on peut aller bien au-delà, mais également les déchets organiques. Il y a énormément de déchets organiques dans les poubelles des ménages qui ne sont pas du tout valorisés. Et puis on peut aller très loin en bout de chaîne pour vraiment valoriser quasiment 90% de la poubelle. Donc ça, ce sont je sais qu'il y a d'autres études qui ont été menées, notamment dans le Grand Tunis, par la Banque africaine de développement. Maintenant, il faut passer à la phase suivante, qui est de mettre en place ces grands projets à l'échelle nationale. Parce qu'on peut faire des projets pilotes, mais encore une fois, le potentiel est juste énorme.
C'est-à-dire qu'il faut que chacun comprenne que les déchets sont une source de richesse, en quelque sorte, pour une activité économique, parce qu'il y a tout un tas de produits dérivés qui peuvent être vendus, notamment pour produire de l'énergie. On sait qu'il y a une forte demande d'énergie de la part de l'industrie. À partir des déchets, on peut produire vraiment de l'énergie à des coûts qui sont très intéressants. Nous sommes en compagnie de Jean-Luc Revero, représentant résident de la Banque européenne d'investissement. Nous parlons de divers projets d'investissement en Tunisie, dont par exemple des lignes de crédit qui ont fait connaître la BEI en Tunisie, des lignes de crédit au profit des entreprises et un soutien aux entrepreneurs. Oui, tout à fait. C'était une des activités historiques de la Banque européenne d'investissement en Tunisie. Outre le financement des grandes infrastructures dont on vient de parler, c'était le financement de l'économie réelle. On sait que l'économie réelle en Tunisie, elle repose essentiellement sur les PME tunisiennes, qui sont celles qui créent des emplois, qui sont celles qui créent la valeur pour le pays. Et donc, traditionnellement, la BEI a effectivement mis en place un certain nombre de lignes de crédit pour permettre le financement de ces PME, à la fois en dette avec le secteur bancaire, mais également en fonds propres à travers tout un tas d'intervenants, des SICAR, des fonds d'investissement, parce que ces PME ont aussi besoin de fonds propres pour pouvoir déjà contracter de la dette et se développer. Donc récemment, on a de nouveau l'année dernière mis en place une ligne de crédit d'un montant assez conséquent, 170 millions d'euros, en faveur des PME tunisiennes. Cette ligne de crédit, elle sera intermédiée par la plupart des banques tunisiennes, publiques ou privées, et elle vise à soutenir les entreprises tunisiennes qui ont été un petit peu confrontées à des difficultés conjoncturelles. On sait qu'il y a eu plusieurs crises qui ont frappé l'économie mondiale et donc l'économie tunisienne, et que certaines PME se sont retrouvées un peu en difficulté, elles ont cessé d'investir, elles ont réduit un petit peu la voilure. Cette ligne de crédit, elle a précisément pour objectif de les aider à reprendre confiance et à, si possible, investir et exporter vers l'Union européenne. Donc elle est déployée avec une enveloppe assez conséquente de 20 millions d'euros de l'Union européenne, qui va permettre de mobiliser de l'expertise et d'aider les PME à mieux utiliser cette ligne de crédit. Parce que souvent, les PME sont un petit peu démunies, elles ne savent pas comment présenter un dossier de financement, elles ne savent pas si l'investissement qu'elles souhaitent réaliser, on peut penser par exemple à des panneaux solaires, c'est un investissement rentable qui va se retrouver au niveau de la facture STEC. Donc avec cette enveloppe de 20 millions d'euros, on va pouvoir mobiliser des experts qui vont, au cas par cas, accompagner les PME dans leurs projets de développement et déposer des dossiers de financement auprès des institutions financières. En termes d'inclusion économique, on a souvent parlé les dernières décennies en Tunisie de mise à niveau pour être en convergence avec les critères européens. Est-ce que cette mise à niveau aujourd'hui permet d'avancer sur un meilleur terrain lorsque vous évoquez ce type de soutien ? Absolument. La mise à niveau, elle est quasiment permanente. En tout cas, il est important de s'assurer qu'elle soit permanente. Dans le passé, la BEI a été effectivement un des bailleurs finançant le programme de mise à niveau national des entreprises tunisiennes, avec des montants très importants en provenance de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement. Et là, dans le cadre de cette nouvelle ligne de crédit, effectivement, l'idée c'est d'accompagner les entreprises tunisiennes à se mettre à niveau. Donc l'assistance technique dont j'ai parlé, elle peut effectivement financer des certifications. Si une entreprise veut une certification pour pouvoir exporter ses produits sur le marché européen notamment, alors on va pouvoir mobiliser une partie de cette assistance technique pour aider l'entreprise à se certifier. Même chose pour la conformité avec les règles européennes en matière c'est ce qu'on appelle la taxe carbone aux frontières, donc le mécanisme d'ajustement carbone. Les entreprises qui le souhaitent pourront bénéficier de l'assistance d'experts pour faire en sorte que leur production de carbone déjà puisse être calculée et ensuite de pouvoir montrer à leurs acheteurs européens que leur empreinte carbone est limitée. Donc ça c'est vraiment important.
pour les entreprises exportatrices de pouvoir avoir les certificats nécessaires pour ne pas être impacté par cette taxe carbone. Un autre dossier qui vous tient à cœur et qui tient à cœur aux Tunisiens, c'est celui des établissements scolaires, et vous êtes partie prenante dans la modernisation de ces établissements. Oui, ça c'est un programme très important qui a été mené conjointement avec l'Union européenne, qui est intervenue sous forme de dons, encore une fois, et la KfW, et qui consiste à moderniser et en partie construire de nouveaux établissements scolaires. Donc on a commencé à le faire dans le secteur du secondaire d'abord, avec les collèges et les lycées. Et quasiment un tiers des collèges et lycées tunisiens ont bénéficié d'un appui des bailleurs pour, je dirais, moderniser un petit peu l'outil de travail pour les enseignants et les élèves. On est proche de la rentrée et il y a effectivement tout un tas de nouveaux établissements qui vont être prêts pour cette rentrée. On sait qu'il n'y a pas eu assez d'investissement dans ces écoles, et effectivement il y a un certain nombre d'établissements scolaires qui ne sont pas isolés, qui n'ont pas forcément l'éclairage qui convient pour travailler, qui n'ont parfois pas de sanitaire, et je ne parle même pas d'infrastructures annexes comme des salles de sport ou des médiathèques ou des salles de musique. Donc tout ça, dans le cadre de ce programme, on a essayé de le mettre en place. Donc il y a un effort qui a été fait pour que, comme je le disais tout à l'heure, on verdisse un petit peu les établissements, on les rende moins dépendants à la fois que les élèves travaillent dans de meilleures conditions, que ce soit l'hiver avec le froid ou l'été avec le chaud. La première priorité, ça a été d'isoler les bâtiments et ensuite de créer effectivement tout un tas d'équipements pour que les élèves puissent s'approprier le lieu. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'école, c'était pas simplement un lieu où on passe pour travailler, mais que c'est un lieu de vie. Et effectivement, la création de médiathèques, par exemple, a été très importante dans un certain nombre d'écoles. Et toutes les écoles modernes qu'on a construites, elles en bénéficient. Et là, je tiens à souligner aussi le rôle de la fondation FABA, la fondation Benayed, qui nous a beaucoup aidés à équiper ces médiathèques au moyen d'ordinateurs, parce que c'est bien beau d'avoir l'infrastructure, mais si on n'a pas les équipements qui vont avec, ça ne sert pas à grand chose. Donc on a réussi dans le cadre de ce partenariat à équiper tout un tas de médiathèques dans plusieurs écoles. Donc ça, c'était le premier programme qui a été selon moi un succès, parce que quand on visite les écoles à travers tout le pays, on s'aperçoit que vraiment les élèves sont partie prenante dans tous ces projets, qu'ils font vivre les écoles, qu'il y a des clubs de jardinage, qu'il y a des clubs de musique, avec l'association notamment Tunisia 88 qui continue son activité en Tunisie. Donc on ne s'est pas arrêté là, et maintenant on entame la deuxième phase de ce programme pour cette fois-ci les établissements du primaire. Et donc ça va démarrer en 2025-2026 ? En fait, le programme a déjà démarré. Alors effectivement, avant qu'on voit les premiers établissements, ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut lancer les appels d'offres pour les architectes, appels d'offres pour les entreprises. Ce sont des projets qui sont à terme utiles pour, effectivement, comme je le disais, les enseignements et les élèves, mais qui en même temps créent beaucoup d'emplois, parce que toutes ces sociétés d'architectes, toutes ces sociétés de construction, elles sont tunisiennes. Donc en réalité, il y a une activité économique qui se crée autour de ces programmes, et là encore, l'impact de l'Union européenne sur l'économie tunisienne, il est double. Il est dans un premier temps au niveau des emplois créés pendant les phases de construction. On le voit avec les routes, on le voit avec les écoles, on le voit avec tout un tas d'infrastructures. Et à terme, l'impact, il est pour les usagers de ces infrastructures, les élèves en l'occurrence, ou les usagers de la route quand il s'agit d'infrastructures routières. Et ce qui retient l'attention, c'est la complémentarité dans votre démarche de réhabilitation urbaine, puisque là, nous passons de l'école au quartier à la ville. Absolument, et là c'est très intéressant de visiter des villes ou des quartiers et de s'apercevoir qu'en réalité on a financé à travers plusieurs programmes avec différents ministères, bien sûr, des infrastructures qui sont très complémentaires entre elles. Donc effectivement, on parlait de Bizerte tout à l'heure. Quand on visite Bizerte, on s'aperçoit qu'on a financé avec la rue la réhabilitation de certains quartiers populaires qui se trouvent être juste en dessous du futur pont, voilà, qui est financé par l'Union européenne
avec la Banque européenne d'investissement et par la Banque africaine de développement. On s'aperçoit aussi qu'à Bizerte, on a financé tout le campus de la Technopole pour créer les infrastructures universitaires. On s'aperçoit qu'il y a plusieurs écoles qui ont bénéficié de ce programme de modernisation des établissements scolaires. Donc c'est très intéressant de faire une visite dans une ville et de voir toutes les infrastructures qui ont pu être financées à travers les différentes actions de l'Union européenne. La question ne se pose pas par elle-même, mais nous parlons beaucoup d'innovation, nous parlons de modernisation. Est-ce qu'il y a une fenêtre pour les startups dans la stratégie de la BEI ? Alors ça c'est effectivement un sujet qui est très important pour la Tunisie notamment, parce qu'on voit l'écosystème des startups qui est extrêmement dynamique. Malheureusement, à notre échelle, on ne peut pas financer directement les startups. On est obligé de passer par des intermédiaires financiers. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on investit dans des fonds d'investissement qui sont soit nationaux, soit dans la plupart des cas régionaux. Et ces fonds d'investissement prennent des participations dans des startups. Donc, il y a un certain nombre de startups en Tunisie ont bénéficié d'investissements de la BEI à travers ces fonds. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a plusieurs et je ne veux pas faire de jaloux, mais effectivement c'est une activité qu'on suit avec beaucoup d'attention parce que c'est un moyen de promouvoir à la fois l'innovation, la création, mais également de créer des emplois à l'échelle locale. On voit les compétences de tous ces jeunes, on voit les idées qui émergent dans les différentes manifestations. Il faut trouver les moyens à la fois de financer le développement de ces startups et aussi de trouver les moyens de les accompagner. Là, il y a aussi beaucoup de structures que je ne veux pas mentionner, mais qui font ce travail avec l'Agence française de développement, Expertise France. Enfin, il y a plusieurs partenaires. Mais en ce qui concerne la Banque européenne d'investissement, l'outil essentiel, c'est l'investissement dans des fonds qui investissent ensuite en capital dans les startups. Dans un tout autre registre, nous sommes à la fin de l'été, c'est la fin des campagnes céréalières et il y a une stratégie également d'accompagnement du côté de la BEI de l'Office des céréales ici en Tunisie. Alors, je ne dirais pas que c'était une stratégie, parce qu'à l'origine, ce n'était pas forcément prévu qu'on travaille avec l'Office des céréales. Néanmoins, quand la crise céréalière est survenue à la suite de l'agression russe contre l'Ukraine, l'Office des céréales nous a saisi d'une demande de financement d'achat de blé. Nous a saisi, nous, Banque européenne, mais l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine, la Banque la Bird. Donc tous les bailleurs ont accepté effectivement de répondre à la demande de l'Office des céréales parce que c'était une demande urgente. Il s'agissait vraiment de nourrir le pays. Donc on a fait en sorte de pouvoir financer et sécuriser les approvisionnements en blé pour la Tunisie. Mais on ne s'est pas arrêté là, parce qu'on a considéré que c'était l'opportunité de moderniser également à la fois l'outil de l'Office des céréales, mais aussi son organisation. Donc ça, c'est un projet extrêmement intéressant et au titre de la coopération entre les différents bailleurs, puisque chacun s'est attelé à une tâche différente, et on a réussi effectivement tous ensemble à se répartir les rôles pour que l'Office des céréales soit également bénéficiaire de cette action. Donc en ce qui concerne la BEI, avec la Banque africaine notamment, on a financé l'acquisition de matériel roulant pour permettre à l'Office des céréales de transporter le blé qui arrive depuis le port de Radès vers les différents sites de stockage, mais également aussi de moderniser l'infrastructure de stockage, parce qu'on s'est aperçu qu'elle était obsolète, elle était en très mauvais état, notamment il y avait des silos qui dataient des années 50, qui étaient corrodés, qui étaient bâtis sur des nappes phréatiques, enfin bon, c'était pas les meilleures conditions de conservation du blé, et donc avec l'Office des céréales, on a lancé un grand marché, un grand appel d'offres pour moderniser également l'infrastructure de stockage, ce qui va permettre aussi à l'Office des céréales de mieux gérer ses stocks et de constituer des stocks stratégiques, de ne plus être en flux tendu, mais d'avoir la possibilité de créer des stocks stratégiques pour faire face à la demande du pays en cas de pénurie.
Nous sommes en compagnie de Jean-Luc Revero, représentant résident de la Banque européenne d'investissement en Tunisie. Deux dernières questions pour terminer cet entretien. D'une part, nous parlons d'une enveloppe d'investissement conséquente pour la BEI. Déjà l'année dernière, elle était très importante. Est-ce qu'elle a progressé en 2025 ? Alors effectivement, on parle de montants qui sont souvent très importants. Je dirais qu'en moyenne, si on regarde la moyenne des financements de la BEI au cours des 10 dernières années,